Bonjour, bienvenue dans les conversations. C'est un nouveau format d'échange entre les acteurs qui font l'hôtellerie, la restauration et le tourisme d'aujourd'hui et surtout de demain, qui est organisé par Singularité HFT et le magazine Hotel Lodge. Chaque mardi, chaque jeudi à 18h, 30 minutes de conversation pour partager et donner des clés concrètes pour construire une économie touristique résiliente, prospère et à impact positif. Je suis Laurent Beaulieu, le fondateur de Singularité HFT. Et pour ce 18e opus, j'ai la joie d'être en compagnie de Pierre Chalgrob, qui est directeur général de The Edge, un des éditeurs phares et français de solutions digitalisées au service des opérateurs hôteliers. Bonjour Pierre Charles. Bonjour Laurent, merci de m'avoir. Merci à toi de rejoindre les conversations et de participer à notre émission. Nous avons un petit rituel dans l'émission qui consiste à une première question sur comment as-tu vécu, toi, ta famille et tes équipes, ce confinement de 60 jours et puis aujourd'hui ce déconfinement progressif? Je l'ai vécu comme une vraie aventure déjà, dans un premier temps. Je pense que, comme beaucoup d'autres, à la fois entrepreneurs, dirigeants d'entreprise ou salariés, mais non, c'était une période intéressante, comme toutes les crises qu'on traverse à chaque fois. Je trouve que c'est assez structurant. Ça permet au niveau des équipes et de la société, ça nous a permis d'avoir des échanges enfin, d'avoir des modes d'échange aussi totalement différents, mais c'était sympa. Finalement, on a eu des échanges même encore plus fréquents avec l'ensemble des employés dans le monde entier que ce qu'on pouvait avoir en temps normal quand on monte dans des avions et qu'on échange. Et puis au niveau familial, ça m'a permis de voir un peu plus ma famille et mes enfants, puisque j'étais effectivement moins dans les avions. Donc ça a quand même du bon de pouvoir bosser différemment, et je pense pas qu'on ait été moins efficace, bien au contraire. Donc, tu ressors de cette période avec, en tout cas, quelques éléments positifs. Que des éléments positifs. Très bien. Tu es un homme d'hôtellerie. Tu as un parcours dans plein de groupes de premier plan. Tu as occupé des fonctions marketing, commerciales. Et puis, tu as décidé de t'orienter vers la technologie, toujours au service de l'hôtellerie. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours singulier qui t'a amené aujourd'hui à diriger The Edge? Avec plaisir, mais je vais le faire rapidement, histoire de ne pas ennuyer tout le monde. Alors, Du coup, j'ai commencé par hasard avec mes envies de voyage chez Accor aux États-Unis, et j'étais en charge du marketing pour les hôtels Sofitel Novotel en Amérique du Nord. Et ça, c'était pile poil. Je suis arrivé en gros la veille du 11 septembre. Donc, si tu veux, j'ai commencé dans un élément déjà ou dans une séquence de crise importante. Donc, je pense que ça a rythmé ma vie par la suite. Et on voit qu'on arrive toujours à s'en sortir et qu'il y a toujours des innovations qui sortent de ces crises-là. Mais voilà, après, je suis passé à l'Office du tourisme de Monaco à New York, où j'ai rejoint par la suite la Société des bains de mer à Monaco cette fois, pour les aider à se développer sur toute la partie distribution, Internet, marketing direct pour les hôtels, spas et restaurants, que tu connais bien par ailleurs. Donc, on peut plus échanger sur ce sujet-là. Et puis ensuite, j'ai voulu changer un petit peu d'industrie et passer dans l'automobile chez Pirelli. Alors, certains diront pour le calendrier, bon, c'est un peu basique. Alors, je trouvais que c'était vraiment une marque à part qui avait marqué mon enfance, passionné de sport automobile comme je le suis. Et donc, du coup, je rêvais de bosser pour cette marque-là un jour, et je me suis occupé un peu plus de la promotion dans les réseaux de distribution. Et c'est là où j'ai beaucoup appris toutes les techniques de vente et de commercialisation dans le secteur B2B. Et puis, en charge de la compétition pour la partie France. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, que la partie un peu plus service et puis Internet me manquait énormément. C'était quand même un environnement très manufacturier. Et cette fois, je me suis dit, bon, quitte à retourner dans l'hôtellerie, cette fois, je vais pas passer du côté établissement ou gestion des hôtels, mais je vais plus passer du côté Internet, parce que je pensais que j'étais convaincu que c'était l'avenir. Bon, tu vas me dire, il fallait pas avoir fait de grandes études pour comprendre que la techno pouvait prendre une part importante dans l'industrie. Mais donc voilà, je suis rentré chez Fastbooking. J'ai fait toutes mes gammes dans le secteur de la technologie, en passant de responsable Europe. Ensuite, je suis parti à Singapour occuper les fonctions de managing director. Et puis, je suis rentré pour m'occuper de la fusion entre les deux acteurs que sont Fastbooking et Appel Pro, et qui ont donné naissance à une société qui s'appelle maintenant The Edge et qu'on a lancée en février 2019 en servant un peu plus de 12 000 hôtels. Donc, on a cette chance-là et on est ravis d'être là. Parfait. Et du coup, dans ce contexte, ce qui est intéressant, c'est que tu as une vision extrêmement large de tout le secteur d'activité. Est-ce que tu peux nous donner juste quelques éléments d'indication sur ce qu'est The Edge en termes de solutions, mais aussi de couverture de marché?
Mhm. Alors aujourd'hui, on sert à peu près 12 000 hôtels, comme je te le disais, principalement sur les régions Europe et Asie-Pacifique, où on est bien présent. On a 350 collaborateurs. Sur ces 350 collaborateurs, on a un peu plus de 100 développeurs, donc c'est une vraie boîte technologique. Et puis, on fait des solutions. On a 6 grandes familles de solutions qui vont du très communément appelé CRS, Central Reservation System, Ouais. avec qui regroupe en fait le moteur de réservation du site internet, le channel manager et puis la connectivité au GDS pour les plus grandes fonctionnalités. On fait des sites web, on fait un peu plus de 400 par an. On s'occupe du digital marketing, des campagnes de digital marketing pour les hôtels. Et puis ensuite, tous les aspects de connectivité, de comparateur de prix avec la concurrence. Et enfin, jusqu'au dernier ajout en mois de décembre, qui est la CRM, qui me paraît être une brique essentielle aujourd'hui dans le secteur de l'hôtellerie. Donc, Voilà. effectivement, ça permet de couvrir un périmètre large, donc à la fois d'un point de vue territoire, puis d'un point de vue donc, technologie, complètement concentré sur le secteur de l'hôtellerie. La crise du Covid a été évidemment d'une violence inouïe pour tout le secteur. Comment une société comme TH s'organise avec ses équipes et ses clients dans le cadre de la fermeture des hôtels? Parce que j'imagine que vous avez eu un effet d'observation, si je veux dire, sur l'Asie en voyant après le phénomène pourront potentiellement arriver sur l'Europe, puis après sur les autres marchés que vous opérez. C'est intéressant d'avoir le point de vue de comment vous avez organisé ça et comment vous avez géré ça. Alors, c'est pour ça que je te dis, on a sorti beaucoup de points positifs. C'était une période effectivement particulière parce que aujourd'hui, on était face à une situation où la plupart des entreprises avec lesquelles on travaillait, mais aussi nos concurrents, passaient dans un mode de chômage partiel ou principalement de chômage partiel. Et nous, on a tenu avec l'équipe de management à faire les choses différemment. Et on s'est dit, il faut qu'on arrive à tenir pour pas passer en chômage partiel. Pour 2 raisons principales. La première, c'était de se dire, les clients, quand tu sers 12 000 hôtels, vont avoir besoin de rentrer en contact avec les équipes pour pouvoir savoir comment faire, comment je ferme tous mes systèmes, comment je mets un message à mes clients, encore une fois finaux, pour leur expliquer que la réservation n'est pas ouverte, mais parce que c'est la crise et puis que ça reviendra et qu'on les tiendra informés. Ça, c'est la première partie. Et donc, il fallait du monde qui soit là à 100%, voire plus même, pendant cette période pour pouvoir répondre aux hôtels. Et puis la deuxième partie qui est de dire on a un boulot qui est gérer le développement technologique des différentes solutions. Donc arrêter, passer en chômage partiel, ça veut dire que tu arrêtes la moitié de tes projets. Or, bon nombre de clients le savent, on a une roadmap qui est généralement chargée avec plein de développements qui sont toujours demandés par nos clients. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir continuer. Et c'est ce qu'on a fait pendant cette période-là. Et avec le recul, alors après on verra, mais avec la situation telle qu'elle est aujourd'hui, on a bien fait de le faire. On a pris un risque, mais c'était un risque qui, je pense, sera payant. Donc ça veut dire que du coup, cette période t'a permis de conforter le fonctionnement de The Edge, de rendre les choses un peu plus agiles encore pour une boîte de techno, et du coup, finalement, d'optimiser ce temps de calme pour être sur le temps de projet. Il y a moins de workflow quotidien. Bon, en fait, oui. Alors sur la partie projet, je suis d'accord avec toi, mais le point très important, c'est que il y a pas beaucoup de sociétés aujourd'hui dans le monde techno qui sont très axées services. Et on pense pas être les meilleurs dans le domaine. Je veux dire, on a toujours besoin de s'améliorer dans ce domaine-là. Mais par contre, c'était un des axes majeurs, des objectifs majeurs qu'on avait donné aux équipes pour cette année 2020. Et donc, en pleine période de crise, s'il y a un truc à faire, c'est encore une fois d'être là et de pouvoir répondre aux hôtels. Donc, voilà. C'est de développer cette partie-là. Et du coup, ce contexte-là, les équipes, vous avez observé des différences entre les marchés, les pays, les continents. Il y a eu des gestions différentes de ce phénomène. Et puis, il y a des gens, peut-être l'anticipation de la reprise se fait-elle aussi un peu différemment en fonction des marchés ou des structures de clients? Alors, la finalité, c'est de dire, aujourd'hui, quand on est rentré dans la crise, il y a eu le même comportement à peu près partout. C'est-à-dire que nous, sur 12 000 hôtels, on a quasi eu 80% des hôtels qui étaient fermés. Que ce soit en Asie, en Europe. Alors, tu avais des marchés particuliers, c'est-à-dire Taïwan n'a pas, par exemple, été touché. Donc ça, c'est un marché qu'on a gardé ouvert. Comme on le voit dans le reste du monde sur la gestion de la crise sanitaire, la Corée du Sud s'en est pas mal sortie, donc a fermé très peu de temps en fait ses hôtels, voire quasi pas, et en fait a bien géré la reprise. Donc ça, c'était quand même le phénomène de base. On est passé, nous, de à peu près 2 millions de réservations mensuelles à 100 000.
en génération de réservations. Effectivement. Donc ça, on a été impacté comme tout le monde de manière globale et tout le monde, tous les pays à la même enseigne. Donc ça, c'est pour les moins bonnes nouvelles, je dirais, mais là, je veux dire, tout le monde a vécu la même chose. Et ensuite, au moment de la reprise, oui, ça s'est géré différemment. Aujourd'hui, on a à peu près 3 gros segments. On a un segment de pays qui repart très bien, voire avec des réservations, des volumes de réservations générés qui sont bien au-delà des volumes de l'année passée en 2019. Et donc ça, on a Taïwan, on a la Chine, on a la Corée du Sud, on a l'Australie, la Nouvelle-Zélande qui tirent vraiment les résultats vers le haut. Ensuite, on a un deuxième segment qui est où ça repart, mais c'est pas encore au niveau de l'année dernière. Et ça, c'est l'Europe centrale, l'Allemagne, où on voit, bon, encore une fois, ils avaient un mois quasi ou 3 semaines d'avance sur le déconfinement par rapport à nous. Donc, on espère que ça prendra la même voie. Mais pour l'instant, c'est plutôt le troisième segment dans lequel se situe l'Italie, la France, le Portugal, où la reprise est quand même timide, je dirais. D'accord. Après, dans ce cadre-là, il y a un autre point qui est important, c'est qu'on note une vraie reprise des réservations directes. Et donc aujourd'hui, les réservations directes sont au niveau global. Nous, on étudie plus de 10 000 hôtels avec notre Recovery Tracker. On a aujourd'hui des réservations directes qui sont au même niveau de génération de réservations que l'année passée en 2019. Par contre, ce qui marque le pas, c'est la partie distributeur. Et donc ça, on pense que c'est lié à 2 choses. La première, c'est de dire les clients, comme ils voyagent domestiques, connaissent les établissements dans lesquels ils veulent séjourner et donc, généralement, sont des habitués pour réserver en direct. On pense que c'est une grosse partie. Ça se vérifie aussi, par exemple, sur des établissements comme ceux du camping. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie qui est, aujourd'hui, les distributeurs investissent très peu sur la partie digital media. C'est-à-dire que si vous allez sur Google et que vous tapez le nom d'un hôtel ou d'une destination, vous verrez qu'ils sont encore bien absents des investissements en marketing digital, et donc ça favorise encore une fois le direct. Donc tant mieux, profitons-en, et c'est le moment pour avoir tous les bons outils pour pouvoir favoriser ce canal-là. Bon, bah, c'est très bien. Je sais qu'on va reparler tout à l'heure un petit peu de la distribution directe. Je sais que c'est un point qui te tient à cœur, comme d'ailleurs il me tient à cœur. Tu parlais du Recovery Tracker et tu parlais du fait que pendant la période du confinement, vous les avez mis à profit pour travailler, en tout cas pour développer, pour accompagner les hôteliers. Est-ce que vous avez, pendant cette période, innové et développé des nouveaux outils qui permettent du coup d'optimiser pour les hôteliers cette réouverture? Alors, innover, je ne sais pas si tout le monde appellera ça de l'innovation. En tout cas, on a développé des fonctionnalités qui étaient nécessaires pour les hôtels. D'où l'intérêt, encore une fois, d'être à 100%, tu vois, au niveau des équipes de développement et de services. Et ça nous a au moins permis de répondre positivement à un certain nombre de demandes des hôteliers. Donc, aujourd'hui, il y en avait 3 principales. La première, je t'ai cité, c'était de dire les hôteliers avaient besoin d'afficher des messages sur leur moteur de réservation et sur les sites internet expliquant la situation à leurs clients et le pourquoi ils n'étaient pas en mesure de pouvoir réserver. Ouais. Donc ça paraît mineur, mais c'était quand même pas la fonction première des outils qu'on avait développés, puisque c'était pour prendre des réservations. Donc c'était quelque chose qu'il fallait faire. La deuxième qu'on n'avait jamais vécu dans l'hôtellerie, c'est comment gérer avec nos systèmes l'annulation de masse. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on gère l'annulation de chaque individu ou autre, mais là, du jour au lendemain, il fallait pouvoir gérer l'annulation d'une multitude de réservations et puis communiquer aux clients. Donc ça, c'est les deuxièmes choses sur lesquelles il a fallu accompagner les hôtels. Troisième chose, c'est que les hôtels nous demandaient de manière assez régulière comment ça repart, est-ce que vous sentez une reprise, à quel niveau on se situe. Bon, et donc c'est la raison pour laquelle on a sorti l'outil de Recovery Tracker, qui est disponible sur notre site internet, où chacun, sur un échantillon de 10 000 hôtels, dans tous les pays où on est présent, peut suivre la reprise avec un indice de génération de booking tous les jours en disant ça redémarre en fonction de là où je suis ou ça redémarre pas. Alors, et enfin, positif. Pardon Laurent, oui. Une sorte de concept positif pour savoir si je suis bien dans la bonne tendance. Tout à fait. De redéploiement. Tout à fait. Et puis après, il y avait un quatrième point qui est le développement des fonctionnalités dites de voucher, qui sont en fait j'ai perdu le terme en français, tu vois, ça c'est bien, travailler qu'en anglais, mais de permettre de remettre un bon à consommer plus tard aux clients finaux dans les hôtels. Alors,
Alors ça, c'est lié à la fois de la mesure qui a été prise par le gouvernement en disant les hôtels sont en droit de ne pas rembourser et d'annuler, mais en tout cas de reporter les réservations des clients sur 18 mois. Et en fait, c'est une fonctionnalité qui est assez importante, qui est assez génératrice de cash aussi pour un certain nombre d'hôtels. Et donc, on avait déjà la demande en Asie avant, et comme elle est venue en Europe, ça nous a permis de nous mettre sur le sujet. Voilà. Très bien. Donc, des nouveaux outils ou en tout cas des éléments pour accompagner très concrètement les hôteliers dans leur business quotidien, pour faciliter les flux, optimiser. On parle de techno et c'est vrai que depuis plus de 10 ans, mais en tout cas sur les 10 dernières années, il y a eu une accélération de l'usage et de l'offre des outils. D'un point de vue technologique, il y a une interconnexion incroyable entre tous ces outils, parce qu'évidemment, ils sont tous dépendants finalement les uns des autres. Puis le trait commun étant souvent à la fois l'hôtelier et le client. C'est très complexe. Il faut avoir des experts, être entouré d'experts comme vous l'êtes, ou comme les entreprises se font accompagner de personnes en interne. Mais quelle est ta vision de ce contexte-là? Parce qu'aujourd'hui, c'est relativement nébuleux pour les hôteliers. Il y a beaucoup d'opérateurs, des nouveaux tous les jours. La technologie change, les algorithmes de Google changent, les hôteliers changent leur technologie, changent d'ailleurs aussi leur position sur les moteurs. Donc, tout ça est compliqué. Quel est ton point de vue et comment on pourrait apporter un peu de clarté à ce sujet? Écoute, la première étape, moi, qui me paraît la plus importante, et c'est ce sur quoi on travaille depuis un certain nombre d'années, c'est déjà de rendre les choses moins complexes et d'expliquer comment ça fonctionne. Moi, je pense qu'on a une responsabilité dans notre domaine, c'est que même si les gens ne travaillent pas avec nos solutions technologiques ou choisissent nos concurrents, notre responsabilité, avec beaucoup d'humilité, c'est en tout cas de former les gens sur quels sont les outils, à quoi ça sert et pourquoi c'est important d'avoir ce type d'outils. Et donc, à travers nos Digital Labs, qui effectivement, on a revu le concept, puisque aujourd'hui, c'est difficile de réunir des gens pour leur expliquer ça dans une grande salle de visu, mais on a quelques idées en tête qu'on espère sortir d'ici la fin de l'année pour changer un peu ou digitaliser cette expérience. Et en tout cas, c'est vraiment important d'expliquer aux gens que c'est pas dur. Il suffit de comprendre, d'avoir le bon schéma sur une feuille de papier, de se dire bon voilà, moi j'ai besoin de ces solutions-là en fonction de ma taille, de mon niveau de rentabilité aussi et des frais que je peux supporter. Donc ça, c'est la première partie. Et au final, c'est assez facile, je dirais. Aujourd'hui, on a besoin d'un certain nombre d'outils et de connectivité pour gérer le trafic sur un certain nombre de canaux de distribution. Et ensuite, il faut que ça soit connecté à son système d'information au niveau de l'hôtel, de manière à pouvoir optimiser le temps que passent les équipes dessus. Et voilà. Et puis, encore une fois, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est de gérer une base client. Et ça, c'est vraiment pour moi le plus important. Mais donc, aujourd'hui, c'est de la simplification et d'expliquer. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va rentrer, je pense, dans une phase où les gens vont chercher une solution, alors, all-in-one, je dirais. C'est-à-dire que on comprend bien qu'il y a des outils qui, dans un domaine spécifique, pourraient être un booking engine qui répond à 100% de la demande des hôtels ou un channel manager qui répond à 100% de la demande des hôtels. Moi, je pense que la nécessité aujourd'hui, c'est d'avoir une suite de solutions qui est bien intégrée et qui parle entre elles. Alors, les aspects de connectivité avec le reste de l'écosystème est important, mais je pense que choisir un acteur qui a toutes les solutions dans son portefeuille permet aujourd'hui d'avoir un seul point de contact et des outils qui se parlent entre eux. C'est un point très important. Il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup de choix, beaucoup se présentent comme étant le meilleur ou le référent du secteur, mais du coup, effectivement, c'est l'interconnexion qui prime. Donc, ton conseil, en tout cas ta remarque, elle est plus sur la logique d'avoir une chaîne extrêmement fluide, idéalement le tout proposé par un seul opérateur, mais en tout cas très. Et je dis pas ça parce que, encore une fois, c'est mon vécu d'hôtelier qui me fait dire ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis chez The Edge et qu'on a 15 solutions qui s'interconnectent. Et évidemment, tout le monde pourrait penser, oui, il prêche pour sa paroisse, il faudrait que le client reste chez The Edge et tout là. C'est surtout que je l'ai vécu en termes d'hôtelier on n'a pas le temps pour gérer ça. Le cœur du métier quand on est hôtelier, c'est de servir son client. C'est de s'occuper de son client, c'est d'avoir un bon service. Le reste de la technologie, ça peut être The Edge, ça peut être d'autres sociétés. Il faut que ça soit tout intégré, que vous ayez qu'un seul player. Sinon, vous passez votre temps à essayer de connecter les gens les uns entre les autres, avec faire de la gestion de projet. Et à l'arrivée, on s'éloigne encore une fois de l'objectif recherché, qui est des gains de productivité, une meilleure manière de gérer ma clientèle et de prendre des réservations plus rapidement et optimisant mon chiffre d'affaires. Donc,
Je pense que c'est vraiment la clé aujourd'hui pour les hôtels. Donc la clé, c'est ça, plus des opérateurs qui sont de plus en plus interconnectés de façon native, avec des API ou directement on peut être interconnectés. Donc logiquement, moins de temps sur la techno, mais plus de temps sur le cœur de métier, donc l'accueil client, la réflexion sur le produit, la réflexion sur comment mieux satisfaire les clients. Est-ce que dans ce panorama technologique, il y a effectivement les impératifs, tu les as évoqués, on doit être connecté, on doit être connecté avec son système d'information, avec son PMS, son channel, on doit pouvoir distribuer, etc. Quelles sont, selon toi, peut-être les quelques innovations technologiques qui pourraient advenir prochainement et qui auraient une vraie valeur ajoutée pour les opérateurs hôteliers et aussi vis-à-vis du client final? Donc, évidemment, dans le contexte du Covid, le paiement sans contact est devenu une sorte impératif. Donc là, c'est le contexte qui a forcé un peu le destin du sujet, qui était déjà bien lancé, mais qui fonctionne très, très bien. Est-ce que tu vois d'autres éléments où tu dis, tiens, là, il y a un truc où il y a un gisement de valeur intéressant pour l'hôtelier et le client? Et puis, ça arrivera à ma deuxième question qui va derrière, c'est est-ce que finalement, ça peut permettre aussi d'avoir un peu plus de relations directes entre l'hôtelier et le client, plutôt que d'utiliser des intermédiaires. Ça, on pourra en parler en point 2. On peut en parler en point 2, mais du coup, je vais prendre le contre-pied du dernier point que tu viens de mentionner. Moi, je pense que la clé aujourd'hui, c'est d'être le plus connecté possible. Ouais. On a un certain nombre d'acteurs qui voient le jour, qui naissent tous les matins. On nous tenait encore un discours il y a quelques temps en disant il y a que les 2 gros distributeurs qu'on connaît mondialement. Moi, ce que j'ai vu apparaître en Asie, c'est qu'il y a encore des sociétés, des online travel agencies qui se créent tous les matins sur des marchés qu'on maîtrisait pas avant, que ce soit l'Indonésie avec Traveloka, que ce soit bien évidemment la Chine, que ce soit la Corée du Sud qui a son propre écosystème de distribution, le Japon de la même manière. On sait qu'en Amérique du Sud, c'est à peu près similaire. Donc, je pense que cet aspect connectivité, même si je peux en décevoir certains, c'est peut-être pas très innovant, mais ça restera la clé de notre industrie. Et c'est la raison pour laquelle nous, on se doit, entre guillemets, en étant provider de technologie, de connecter l'ensemble des acteurs qui le souhaitent, à la fois les hôtels qui seraient en demande ou les systèmes ou les réseaux de distribution qui naissent. Donc ça, c'est vraiment pour moi le point clé qui permet aujourd'hui, encore une fois, d'avoir un portefeuille de distributeurs et ensuite d'optimiser sa distribution. Le deuxième point, c'est quand on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber la partie comment je m'occupe de ma clientèle et comment je gère ma clientèle. Et ça, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle le CRM, qui sont des outils dont les hôtels doivent se doter. C'est hyper important. On est une industrie qui est vraiment en retard dans ce domaine. On est encore en période d'équipement plutôt que de remplacement sur un marché d'équipement et il faut absolument que les hôtels se dotent de cet outil de CRM pour pouvoir bien travailler leur clientèle, la segmenter, savoir si c'est une clientèle loisir, corporate, comment je la retraite, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de communiquer à tout mon fichier client alors qu'on sait très bien que les Américains ne vont pas nécessairement revenir cet été, et donc il faut cibler sa communication et les efforts qu'on peut faire. Et puis, le troisième point, c'est tout ce qui est lié au système de paiement. C'est pareil. Tout le monde en parle, mais alors il y a effectivement, comme tu dis, aujourd'hui le sans contact sur place. Mais aujourd'hui, on est encore une des seules industries dans le travel à ne pas encaisser nos clients au moment de la réservation. C'est vrai. Est-ce que vous achetez un billet d'avion demain et vous dites je vais payer une fois que j'aurai fait le vol et que j'ai atterri? C'est impensable. C'est-à-dire que si on veut travailler le cash, et les crises sont là pour nous le rappeler, il faut absolument trouver des outils pour pouvoir encaisser le cash plutôt de la part des clients pour sécuriser les réservations qu'on prend. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne rembourse pas les clients, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des offres à côté qui sont totalement flexibles, mais dans ce cas-là, c'est pas au même prix, c'est plus cher. Il faut voilà. Et ça, les systèmes de paiement vont être au cœur de ce sujet-là, d'encaisser des clients au moment où ils prennent la réservation avec un lead time généralement moyen de 40 jours. C'est bien parce que ta discussion amène à un point intéressant qui est l'intermédiation, puisque beaucoup d'hôteliers ont compris ça, donc soit proposer des facilités ou des programmes de fidélité ou des avantages ou des politiques plus flexibles. Aujourd'hui, quelle est ta vision entre le rôle des hôteliers et du direct? Est-ce qu'aujourd'hui, un direct peut être développé avec les points que tu as évoqués, donc si on est bien équipé des bons outils, du CRM, etc. Est-ce qu'il y a un vrai sujet où les clients vont préférer ou vont plus facilement réserver en direct suite à cet épisode de Covid ou pas? Et tu dis non, finalement, il faut être
très présent sur tous les OTA et c'est ça qui sauvera le business. Pour moi, il faut être présent sur tous les canaux de distribution. C'est-à-dire que la clé aujourd'hui dans l'industrie dans la crise qu'on est en train de traverser dans l'industrie, c'est d'avoir des hôtels qui puissent réouvrir et qui atteignent un seuil de rentabilité qui leur permette de fonctionner. Okay. Malheureusement, on n'a encore pas tous les hôtels qui sont ouverts en fonction des différentes destinations. Et donc, la clé aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se trompe de priorité. Tout le monde parle du direct en disant, il faut absolument, on ne va pas réouvrir en faisant du direct. Ou alors, vous allez me dire, oui, mais c'est incohérent avec ce que tu viens de dire avant, c'est les réservations directes qui repartent le plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réouvrir. Il ne faut pas avoir son site Internet et le meilleur prix sur son site Internet. Ce que je dis juste, c'est qu'aujourd'hui, si on veut passer ce seuil de rentabilité avec des hôtels qui réouvrent et avoir une clientèle qui revient, il faut être capable d'ouvrir l'ensemble des canaux. Une fois qu'on a le business qui est dans l'hôtel et avec un pick-up qui est tout à fait cohérent et bon pour pouvoir assumer les prochains mois, là, on va passer dans une phase d'optimisation qui est de dire, bon, très bien, ça veut dire que les prochaines réservations que je peux les prendre à un tarif différent ou à un niveau de commissionnement différent et donc je vais gérer ma distribution par canal. Et ça, c'est important. Et je pense, et c'est ce qui nous a manqué dans l'industrie ces 10 dernières années, c'est-à-dire qu'on crée, il y a une cabale contre les OTA qui est pas légitime. Les OTA ont permis bien souvent d'assainir la situation, c'est-à-dire qu'il y a des taux de commission qui sont moins importants que quand on travaillait en net avec les tour opérateurs dans le passé. Donc, on a quand même eu des taux de marge qui étaient bien plus intéressants. Maintenant, aujourd'hui, c'est sûr que si c'était pour dépendre à 70% ou à 60% de sa distribution d'acteurs comme les deux gros, c'est pas viable sur le long terme. Donc, il faut une balance entre tout et il faut bien travailler l'ensemble de ces différents canaux. Ou alors, dans ce cas-là, il faut assumer de passer directement via les principaux distributeurs et de pas développer son direct, avec les risques que ça comporte. C'est intéressant. Du coup, il y a eu pendant la crise l'émergence de bonnes actions, si j'ose dire. En tout cas, le Bon Coin a fait un peu un coming out important. Ouais. Alors, ils étaient déjà présents, mais là, il y a des accords qui se signent, un taux de commission. Voilà. Donc, on voit de nouveaux acteurs arriver. Donc, là, Bon Coin, à la base, effectivement, on échange des produits en local. Donc, c'est très français à la base, avec évidemment une extension européenne. Mais quel est ton point de vue sur ces nouveaux acteurs? Parce que c'est vrai que ça met un peu de fraîcheur, c'est un taux de commissionnement plus bas, c'est une proposition de valeur différente. Donc, ça laisse aussi le choix à pas mal de gens. Ça peut montrer que le paysage finalement de la distribution est loin d'être figé, bien au contraire. Il n'est pas figé. Et en fait, c'est ce qu'on vit depuis, alors nous, ça fait 15 ans qu'on est dans le métier, mais on a vu des choses évoluer systématiquement et chaque crise apporte son lot, en fait, de nouveaux acteurs, de nouvelles manières de distribuer. Et donc, c'est la raison pour laquelle je te disais tout à l'heure, le point clé, c'est la connectivité. C'est-à-dire qu'on peut pas dire aujourd'hui, c'est bon, on a un channel manager qui est connecté aux 5 plus gros, je peux m'arrêter là, j'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Non, il faut être avec des acteurs techno qui vous permettent d'être connectés à l'ensemble des nouveaux acteurs qui viennent. Alors, le Bon Coin Hôtel avec le rachat de Pilgo est très smart, d'autant plus ils sont bien positionnés avec un concept où on redirige le trafic sur le site internet de l'hôtel, donc ce qui est tout à fait dans l'air du temps et ce qu'on cherche tous. Et un niveau de commissionnement qui était à 0% jusqu'à fin décembre et ensuite qui potentiellement pourrait passer à 10%. Donc, encore une fois, aujourd'hui, ça rentre en concurrence avec des Google Hotel Ads qui font partie des plus gros meta-search. Donc, ça me paraît être tout à fait bien testé. Et puis, on voit des acteurs comme ça. Alors, nous, c'est très franco-français. On voit l'hôtel Le Bon Coin, mais il y a aussi Hôtel Le Naturel en France qui est en train de percer. Il y a un Fairbnb qui est en train de prendre un peu d'essor aussi. Il y a une distribution alternative qui se crée. Et donc, il faut supporter ces efforts-là. À l'inverse, je ne suis pas pour autant très supportif d'une action du gouvernement ou d'utiliser l'argent public pour créer un distributeur qui rentrera en compétition avec Booking et Airbnb. Je pense que c'est là où il faut que chacun reste bien à sa place. Je pense qu'il y a des acteurs dont c'est le métier, le cœur de métier. Il faut être connecté, il faut laisser faire les gens experts dans leur domaine. Voilà. Et il ne faut pas essayer de recréer des choses qui ont fonctionné parce que les nouveaux qui fonctionneront seront forcément différents d'un Booking, d'un Expedia ou d'un Google. Laisser le marché faire et l'innovation ou la créativité en action plutôt que de la régulation. Et notre vrai rôle, c'est de supporter ça. C'est-à-dire que quand tu sers aujourd'hui 12 000 hôtels, c'est de montrer aux hôtels qu'il y a d'autres réseaux qui existent, qui sont en train de se créer. Et il faut plutôt être supportif encore une fois, des initiatives qui sont en train d'être prises, voir si ça marchera ou ça marchera pas. Mais en tout cas, ça, c'est notre rôle. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. C'est d'être là pour supporter ces initiatives. Super. Est-ce que, du coup, en rebond à cela, tu vois d'autres
sujets qui pourraient augmenter le revenu des hôteliers. Alors, il y a évidemment la restauration qui est un sujet où on voit qu'il y aura des effets similaires à ce qui s'est passé sur l'hôtellerie avec des intermédiaires, de la réservation, des outils, du paiement. La crise du Covid a évidemment mis en exergue le fait que le à emporter allait devenir clairement une ligne de chiffre d'affaires. Alors, est-ce qu'elle sera rentable ou pas, mais en tout cas qui permet de subvivre. Est-ce que tu vois un phénomène d'autres phénomènes dans l'hôtellerie, dans les activités connexes? Écoute, il y a un point qui est clair, c'est que plus que jamais, on doit apprendre à gérer un peu mieux notre cash et un peu mieux la rentabilité de nos établissements. Et je vois, plutôt que d'être dans le... On est passé à l'époque ah ben non, c'est pas nécessairement le taux d'occupation qui compte, mais encore une fois, en termes de revenu management, c'est la RevPAR. Bon, okay. Ça, c'était évident. Et encore, c'est pas appliqué partout, malheureusement. Mais c'est déjà une bonne chose. Et moi, je pense qu'il faut maintenant qu'on arrive à descendre jusqu'au bottom line, qui est de dire à combien je dois vendre pour faire la marge qui m'intéresse aujourd'hui. Et donc, les outils, il y a une société, vous pouvez regarder, qui s'appelle Hotel Skipper, qui me paraît tout à fait intéressante, qui commence à faire ce raisonnement-là et avec qui nous, on a des réflexions pour dire comment on conseille un prix demain à un hôtel en fonction de la marge qu'il souhaite faire et de son plan de marge pour le mois. Et ça, je pense que ça fera partie des outils très importants pour les hôtels. Donc, c'est du revenu management, mais c'est plus de la marge management, je dirais. Donc, on gère le revenu management, on passe du revenu management simple à je gère le revenu management jusqu'en bas de ligne, ouais. Et voire demain un global revenu management qui intégrerait aussi le fait que la restauration ou d'autres activités peuvent être yieldées ou en tout cas gérées par la marge et non plus par le chiffre d'affaires. Et donc, alors, moi, je suis très hôtellerie. Alors, là-dessus, j'ai un parti pris. Je me planterai peut-être, mais je pense qu'on va aller vers plus de recentrage sur nos activités cœur de métier. C'est-à-dire que quand on gère un hôtel, on gère un hôtel. Et c'est pas la même chose que de gérer un restaurant, même si le plaisir d'accueillir, ça fait partie du plaisir de faire notre métier. Mais c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes niveaux de marge, c'est pas le même fonctionnement au final quand même. Et donc je pense que aujourd'hui il y a ce recentrage sur le fait de dire si on fait fonctionner un business qui est l'hôtel, et ben je peux m'associer à quelqu'un d'autre qui va gérer mon business restauration parce que j'ai des espaces libres. Mais je pense que le fait de tout faire sera moins cohérent. En tout cas en sortie de crise, ça sera de moins en moins le cas. C'est-à-dire que je pense que les gens vont vraiment se recentrer sur leur cœur de métier. C'est très intéressant. C'est ce que nous disait Jean Valfort sur la partie restauration, où il y avait beaucoup de gens qui l'appelaient pour justement traiter la restauration et particulièrement la partie à emporter avec ces dark kitchens. On a eu aussi les gens de 5 Mondes qui nous expliquent qu'ils avaient beaucoup de demandes pour gérer les parties spa. Donc, on voit bien qu'effectivement, il y a de plus en plus une spécialisation et c'est plutôt bien que chacun fasse son métier. Ouais. Tu as beaucoup insisté sur la donnée client et sur la partie CRM, c'est une évidence, c'est un des outils, la relation client et le fait de bien connaître ses clients est primordial. Ça n'a pas nécessairement été très très bien travaillé dans le secteur, les intermédiaires sont là, ont mieux fait le job d'ailleurs. Et puis, arrivé en mai 2019, l'RGPD, et qui là, du coup, a mis un petit coup d'arrêt à un certain nombre de pratiques, ce qui est plutôt vertueux finalement dans la relation avec le client. Et comment appréhendes-tu cela? Et est-ce que finalement, c'est pas une opportunité pour refaçonner la façon dont on fait la relation, ou dont l'industrie travaille la relation client? C'est toujours une opportunité, je te rejoins là-dessus. Après, c'est des sujets qui sont encore complexes. C'est-à-dire que quand tu prends le sujet tout à l'heure, on disait déjà sur la partie technologie, il faut qu'on ait le temps d'expliquer aux clients comment ça fonctionne et faire cet effort, nous, faire ce travail de simplification pour nos clients. RGPD, c'est encore un deuxième aspect très long, très difficile à comprendre. Même si les fondements, j'y adhère 150%, il faut qu'on y passe. Mais donc, on essaie de faire en sorte que les fonctionnalités qu'on développe dans nos systèmes soient RGPD friendly, c'est-à-dire que faire en sorte que la donnée soit tokenisée, qu'on propose aux hôtels de voir quel est le nombre d'années qu'ils souhaitent sur le délai de rétention des données. Ça, c'est important. On peut avoir une politique qui va de 3 à 10 ans, tout est légitime, mais encore faut-il avoir une politique et pouvoir la défendre si un client la demande. Et donc, c'est toutes ces étapes qu'on prend. Pareil que, je dis anonymisation des données, travail sur la base de données pour voir les informations qu'on peut cacher et puis des informations sur lesquelles on peut communiquer, ou en tout cas utiliser pour communiquer aux clients. Donc, en fait, c'est comment la technologie et l'outil va être capable de répondre à
ces principes de RGPD sans imposer aux hôtels la nécessité de tout comprendre. Bon, mais c'est pas simple. C'est toute la démarche qu'on a en fait dans le développement de nos outils. C'est moins de savoir si en termes de front-end on est le meilleur outil sur le marché pour la conversion, ou aussi en termes de back-end, on est le meilleur outil pour que les hôtels utilisent de manière facile l'ensemble des fonctionnalités. Et donc, c'est pour ça qu'on investit pas mal en user experience, comme on dit, pour qu'il y ait des choses qui soient implicites. Et pareil, l'intelligence artificielle, on la met pas nécessairement au service du front-end, on la met plus au service du back-end. Voilà. J'allais y venir, du coup, c'est les deux grands sujets, RGPD et data, des sujets très complexes qui peuvent être interprétés de façon un peu flexible ou très rigoriste. Voilà, il y a les deux. Ça peut être soit effectivement très tourné vers comment je me mets au service d'un opérateur hôtelier de façon simple avec la bonne vulgarisation, si je veux dire, ou alors est-ce que je suis un expert ultime et donc ce qu'on raconte devient incompréhensible pour le kidam. Ces deux sujets, effectivement, sont vraiment pourvoyeurs de potentiellement de valeur. C'est quoi les axes d'innovation aussi côté de ton point de vue sur la data? Parce qu'aujourd'hui, on a un gisement de données. Donc dès lors que c'est compliant RGPD, on a un gisement de données, mais après, il faut l'utiliser. Alors, comment on l'utilise? Est-ce que c'est des tableaux de bord? Est-ce que voilà, ça nécessite une maturité technique sur la data qui est forte. Vous, de ce que j'ai compris, tu m'arrêteras, tu compléteras, hein, c'est que vous vulgarisez, que les gens du coup accèdent à des choses qui paraissent extrêmement simples, mais qui ont une vraie valeur dès lors qu'ils l'utilisent bien. Tu as les deux niveaux, c'est-à-dire qu'on a une partie de notre clientèle qui est l'hôtellerie indépendante. Ouais. Alors vraiment des hôtels indépendants avec des familles qui gèrent un ou deux hôtels, et c'est pas des groupes et c'est pas des chaînes. Et donc là, la nécessité, et bien souvent ce qui est demandé, c'est que les outils soient faciles d'utilisation et soient déjà respectent un certain nombre de principes pour pouvoir gérer cette donnée. D'accord? Et donc ça, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on s'attache à faire. Puis après, tu as une deuxième cible qui est plus les chaînes régionales ou les groupes d'hôtels qui, eux, c'est un mix, c'est-à-dire qu'ils ont souvent des experts en interne à qui il faut pouvoir répondre et avoir un système assez effectif pour pouvoir faire ce qui est et appliquer la stratégie qu'ils souhaitent. Et puis, quand même, avoir des bornes en disant oui, ok, vous êtes expert dans ce domaine, mais attention parce que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous souhaitez non plus. Donc, il faut pouvoir, encore une fois, avoir l'agilité de traiter ces deux cibles, mais en tout cas, la nécessité de mettre en place les garde-fous facilement repérables dans le système et que l'utilisateur décide de sa propre responsabilité de lever ses garde-fous, en fait, ça, c'est notre métier. D'accord. De la même manière, nous, on est processeur de données. C'est-à-dire que dans le cas des RGPD, on n'est pas nécessairement responsable de ce que l'hôtel va faire des données. Pourquoi? Parce que ça passe pas qu'au niveau de nos systèmes. C'est-à-dire après, au niveau du PMS dans l'hôtel, s'il décide de faire un extract de ces données et puis de les afficher derrière sa réception, il le fait. C'est pas nous, c'est pas la responsabilité du PMS. Bon, voilà. Mais par contre, on se doit d'avoir l'ensemble des bonnes pratiques qui sont en interne dans nos systèmes pour éviter qu'ils fassent un certain nombre d'erreurs et les accompagner dans la gestion. Voilà. Donc, en fait, si j'avais à synthétiser, au-delà de fournir des solutions, vous digérez de façon la complexité des choses pour les rendre accessibles, dans le bon sens du terme, simplement pour différents niveaux d'interlocuteurs dans l'hôtellerie. Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on voit vraiment notre mission, c'est de simplifier un certain nombre de choses pour la rendre plus opérationnelle pour l'ensemble de nos clients. Parfait, merci. Ta clientèle est très variée et très internationale, c'est ce qui est intéressant. Vous êtes présent sur plusieurs continents, plusieurs marchés. Comment vous abordez les prochains mois? Parce que tu dois déjà avoir avec le Recovery Tracker quelques indices, mais beaucoup parlent d'une consommation sur les marchés domestiques. Oui. Comme les points précédents sur la base de données et la data n'étaient pas nécessairement optimisés avant, est-ce que du coup aujourd'hui il y a un lien avec ça? Comment ça va repartir? Est-ce que c'est le domestique ou ça s'étend un peu? Comment tu pressens les choses et comment tu les analyses? Bon, alors le domestique, c'est évident que ça va faire partie des premiers indicateurs de reprise, mais ça, je pense que tout le monde est très conscient de ce fait-là. Donc, il n'y a aucun effet d'annonce là-dedans. Après, il y a une réouverture des frontières qui va s'effectuer, je pense, beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. C'est-à-dire qu'on l'a vu après les annonces du président hier, les frontières entre guillemets en Europe dans l'espace Schengen sont réouvertes, donc ça va repartir. Et puis finalement, à l'étranger, on espère, où tout le monde a l'espoir qu'à partir du mois de juillet, ça sera aussi un peu plus ouvert.
Donc, ça, c'est un premier point. Donc, après, est-ce que la clientèle domestique va être la seule? Peut-être que ça évoluera un peu d'ici la rentrée, en tout cas, je l'espère. Maintenant, on est sur des pays qui sont, en tout cas en France, on a cette chance, qui sont quand même très domestiques. C'est-à-dire que même avant la crise, on avait 60% de clientèle domestique. Et si on met l'Europe, ça représentait 80% de notre clientèle. Donc en France, finalement, les plus impactés étant Paris, bien évidemment, puisqu'il dépendait d'une clientèle encore plus internationale. Mais avec la réouverture du marché européen et des frontières, on devrait normalement arriver à travailler correctement dans les prochains mois. Ce qui n'est pas le cas de tous les pays. On regarde dans le Middle East. Le Middle East, c'est quasi 80% de clientèle internationale et eux vont souffrir encore pendant de nombreux mois. L'Asie, c'est pareil. Il y a un mix. Si on regarde la Chine, elle est autosuffisante ou elle est capable de vivre toute seule. Donc, ça ne me fait pas beaucoup de soucis pour eux. Taïwan, c'est à peu près la même chose. Le Japon, c'est la même chose. Bon, voilà. Donc, ceux qui ont un peu plus de mal, c'est l'Asie du Sud-Est où il va falloir que ça reparte parce qu'ils sont très dépendants d'une clientèle internationale. Donc, voilà, il y a des mix par marché. La clé, toujours étant je vais essayer de rester positif parce que sinon on va terminer sur une note négative, mais c'est d'éviter la deuxième vague que tout le monde craint, mais malheureusement qu'on a quand même touché du doigt, nous, en Asie, plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on a vu hier que ça reprenait encore à Pékin, et ensuite, Singapour, où on a notre siège asiatique, on est quand même passé 2 fois en confinement et les équipes sont encore confinées, ou le pays est encore confiné jusqu'à fin juin. Donc, il va falloir apprendre à gérer ça aussi et puis croiser les doigts pour que les gouvernements gèrent bien cette partie-là de manière à ce que ça n'impacte pas l'économie une deuxième fois, ce qui serait bien évidemment dramatique pour notre secteur. C'est clair. Je pense qu'effectivement, le sentiment de liberté qui est l'amorce de réouverture ne doit pas faire oublier qu'il faut être extrêmement prudent. Je crois que beaucoup de gens ont mis en place beaucoup de procédures, ce qui est très très bien, d'autres un peu moins. Bon. Ça dépend après des comportements de chacun, mais ça prédominera en tout cas la reprise. Est-ce que ce contexte-là général a changé ta façon de prioriser les projets en cours ou futurs d'ailleurs pour The Edge et est-ce que ça a renforcé certaines convictions que tu avais initiées ou ça a fait peut-être pivoter 2-3 choses? Comment tu envisages ça? Écoute, ça a plutôt confirmé un certain nombre de choses. C'est que je savais que j'avais des super équipes et pendant ces 3 mois, c'est vraiment pas un message marketing, c'est vraiment, on a pu se rendre compte qu'on avait des équipes géniales. C'est-à-dire que ça soit à distance, leur faire confiance, les projets ont avancé, ils étaient là auprès des clients, ils étaient hyper supportifs de tout ce qu'on a pu faire dans l'entreprise. Il y avait la nécessité sûrement de communiquer plus et différemment, c'est-à-dire qu'on s'est appliqué à avoir des appels plus réguliers et plus courts aussi, puisque ça ne servait à rien de faire des réunions d'1 heure, mais au moins pour se tenir au courant. Et on a, non, ça a pu, une de mes convictions qui est renforcée, c'est celle du fait qu'on a 350 collaborateurs qui sont extra chez nous. Donc, ça veut dire, et donc ça renforce quand même une chose, c'est que si dans le recrutement, il faut pas se planter quand on recrute, mais si on a les bonnes personnes, ça va quand même nettement mieux. Donc ça, c'est la première chose. Après, dans les projets, non, il faut qu'on soit au plus près du client, mais honnêtement, c'est ce qu'on faisait. Alors, j'espère que ça se voit, mais on était vraiment sur une logique de se dire, on fait les développements qui sont demandés par les clients sans partir sur des développements où on estime que ça sera l'industrie dans 5 ans ou dans 10 ans. Parce que ça marche pas. Il y a cette notion en anglais que j'aime bien, qui est time to market. C'est vraiment, il faut être au bon moment avec le bon produit sur le marché. Et pour être bon là-dedans, il n'y a pas d'autre solution que d'écouter le besoin des clients. Donc, on a développé comme ça, on s'est adapté avec la crise parce qu'il a fallu développer des fonctionnalités et on continuera à le faire dans les mois qui suivent en fonction de la reprise d'activité, des aléas auxquels on fera face tous ensemble. Mais voilà. Et on accélérera encore nos développements parce que je pense que le digital et la techno sera encore plus nécessaire dans les prochains mois et les prochaines années qu'il ne l'était avant la crise. C'est clair. Donc, une vraie culture d'hôtelier au service du client. Dingue. On essaye, c'est pas facile. C'est facile à faire passer en élément de com, mais après, il faut encore que ça soit remarqué de l'autre côté. Donc, on travaille là-dessus, en tout cas. C'est bien. En tant qu'opérateur dans l'hôtellerie, mais aussi en tant qu'ancien hôtelier indirectement, c'est quoi, selon toi, l'hôtellerie de demain, l'hospitalité de demain? Est-ce qu'il y a des grandes tendances ou des grands trucs? Tiens, ça fera partie de l'hôtellerie de demain. Écoute, moi, les gens vont peut-être me trouver un peu flat, comme on dirait, mais moi, je pense qu'il n'y a pas y avoir de grandes révolutions. Moi, je pense que, encore une fois, on va retourner au basique, comme chaque fois après une crise, et je pense que c'est hyper salvateur pour des industries, c'est de se dire
quel est mon métier, pourquoi les gens viennent chez moi. Et en fait, les gens viennent pas uniquement pour la déco dans un hôtel, viennent pas uniquement pour un concept qui est novateur. Je pense que les gens viennent avant tout parce que ils ont envie d'être accueillis, et que les gens prennent soin d'eux, qu'il y ait le niveau d'attention nécessaire. Et donc, je pense que ça fait vraiment la différence. Et en fait, c'est le basique, c'est l'histoire de notre métier. Donc, ça changera pas. Et je pense que les gens qui sont pas bons dans ce domaine peuvent inventer n'importe quel concept marketing derrière. Je pense que ça marchera pas sur le long terme. Donc ça, je pense que c'est vraiment le retour au basique. Et puis ensuite, par contre, il y a besoin, pour pouvoir faire ça, d'automatisation dans un certain nombre de domaines. Et donc, c'est là où le digital doit arriver au bon tarif, encore une fois, pour aider les hôtels à être plus productifs et ne pas faire un certain nombre de tâches qui sont inutiles ou en tout cas pas perceptibles par le client final. Et donc, ça, c'est vraiment hyper important, que ça soit au niveau des outils de distribution, des outils de gestion des ressources humaines. Parce que bien souvent, on l'oublie aussi dans l'hôtellerie, mais si l'hôtel tourne et que les clients sont satisfaits, c'est parce que on a aussi des équipes qui sont formées, qui sont top. Et donc, ça, il va falloir les choisir dans les prochains mois. Et puis, avoir les bonnes solutions pour qu'ils soient plus efficaces et qu'ils soient en face des clients au lieu d'être derrière l'ordinateur à gérer les attributions de chambre et le reste. Donc, plus de techno pour remettre plus d'humain en face de l'humain. Ouais, tout à fait. Très clair. Merci de résumer, c'est ça. Non, mais c'est bien. Moi, c'est toujours cette culture hôtelière. Hein. On met plus de liens. Si tu avais un seul conseil aussi à partager avec les hôteliers et restaurateurs qui nous écoutent, peut-être que c'est le même que celui que tu viens d'évoquer, ou c'est autre chose. Un seul conseil, dans les gars. Pour moi, il y en a qu'un pour l'hôtellerie. Encore une fois, je suis désolé, c'est vraiment le meilleur tarif sur le site internet ou sur les canaux directs. Je pense que si ça fait 15 ans qu'on se bat là-dessus, on peut en parler faire des pleines pages dans tous les journaux de dire comment on aide le tourisme, comment on reprend notre relation directe, est-ce qu'on crée un outil. Non, on s'en fiche, c'est pas ça. La clé, la base, et c'est en tout cas la promesse qu'on doit à nos clients, c'est de se dire si vous venez chez moi en direct, vous m'appelez, vous avez le meilleur tarif. Tous canaux confondus. Et ça, c'est quelque chose que l'industrie doit maintenant. Faut qu'on se mette un coup de pied aux fesses. Je pense que c'est le moment. Si la crise n'a pas servi à ça, elle n'aura pas servi à grand-chose. C'est intéressant parce que Kevin Machefer a lancé un mouvement. Il y a plus de 1600 hôtels qui l'ont rejoint. Beaucoup d'hôtels ont lancé des campagnes de communication avec booké en direct, etc. Donc on voit qu'il y a eu une prise de conscience. En tout cas, je pense que le sujet n'est pas resté sur le coin de la table. Donc c'est très bien. Et je pense que vous pouvez aider beaucoup de gens à favoriser ça avec les outils, la techno, de façon à ce qu'on soit concentré sur la relation client au bon sens du terme. On arrive au terme de cette conversation, Pierre-Charles. Quel a été, alors un petit rituel, c'était un rituel pendant le confinement, qui était quelle sera ta première sortie. Mais là, du coup, maintenant, on est sorti, ça fait même déjà un petit peu de temps. Mais tout le monde a gardé un souvenir assez marquant, en général, de sa première sortie post-confinement. Quelle était la première chose que tu as fait, toi? Moi, je suis un peu trop tourné sur le sujet, mais moi, c'était chez mon poissonnier. Moi, les plaisirs de la table sont mon péché mignon. Et donc, effectivement, dès que je peux retourner à la fois chez mes commerçants, c'est la première chose que je fais, en fait. C'est ce qui me détend le plus, au-delà de cuisiner. Et donc, la première sortie, c'était le poissonnier. Ça m'a manqué pendant 2 mois et demi parce que j'en avais pas à côté de moi. Et voilà. Donc, les simples plaisirs de la vie encore. Ouais, tout à fait. Pas plus. Écoute, merci Pierre-Charles d'avoir accordé du temps, d'avoir partagé cette vision et ces insights qui, je pense, seront utiles pour beaucoup, parce que parfois on est un peu perdu par tous les avis et tous les messages qui sont passés. Bravo pour ce que vous faites, parce que ça apporte beaucoup de confort à plein de gens, donc c'est quand même absolument génial. Moi, je vais remercier le magazine Hotel & Lodge et Jérôme Gruget qui nous permettent d'organiser ces conversations. Et donc, merci beaucoup. Et puis, nous donnons rendez-vous le jeudi 25 juin. Nous recevrons Jean-Claude Lavorel, qui est fondateur du groupe Lavorel Hôtel. Et c'est Pascal Boissier qui interviewera Monsieur Lavorel. Voilà. D'ici là, prenez soin de vous. Et à nouveau, Pierre-Charles, merci beaucoup. Merci à toi, Laurent. Et réservez en direct, s'il vous plaît. Merci. Réservez en direct. À bientôt.